Jessica Serra est docteure en éthologie. Elle dirige la collection Mondes Animaux aux éditions Humaine Science. Jessica Serra, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Philosophie. Ce sont des chats qu'on va parler, des chats dont vous êtes experte, Oui. savante. Et c'est un savoir que je vous envie absolument. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors moi, je suis admirative de l'œuvre de cet artiste parce que justement, il institue le doute sur notre propre représentation du monde. C'est-à-dire qu'en haut, sur l'image de droite, Allez-y, là, montrez-nous, hein, je comme vais ça vous on le montrer. voit bien. Venez, on s'asseoir. Sur cette image-là, c'est la vision d'un homme. Donc on voit que l'homme est une espèce qui est très visuelle, qui finalement va focaliser sur un ensemble de couleurs, alors qu'en dessous, eh bien, c'est la vision d'un chat. Et on voit que le chat voit beaucoup moins bien les couleurs que nous et qu'il a une vision qu'on apparente à une vision pastel du Comment monde. est-ce qu'on obtient la vision d'un chat? Comment on sait que les chats voient les choses en pastel comme ça? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, et notamment en étudiant les yeux du chat. Oui. Et puis, on a fait aussi différents types d'expériences, mais ce qui ressort, c'est que le chat est myope par rapport à nous. Le chat est presbyte, c'est-à-dire qu'il ne voit pas de près non plus. En revanche, il va détecter les mouvements avec finalement beaucoup de précision, là où nous sommes plutôt mauvais. Donc ça, c'est adapté finalement à son statut de prédateur. Et on voit que finalement, notre représentation du monde n'en est qu'une parmi des millions d'autres, puisque chaque espèce animale a sa propre représentation du monde. Vinciane Després, que vous inspire le fait que nous ayons là l'œil du chat? Ou ce que voit le chat, et là ce que voit l'homme? Est-ce qu'on n'a pas là une belle illustration, en somme, du fait que, à monde commun, perception totalement différente? Alors, pas totalement différente, parce Non, que pas sinon, il y aurait totalement, c'est pas. vrai. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des choses qui sont significatives, suffisamment communes pour que nous puissions quand même imaginer. Un monde commun, un dialogue. Mais c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer quelle serait la perception d'un chat s'il n'y avait pas au moins la croyance en un socle commun de perception. Vous diriez ça? Il y a un dénominateur commun? Il y a un dénominateur commun, oui, je le dirais. En revanche, il y a quand même effectivement beaucoup de différences. Justement, il y a une prévalence de certaines sensorialités suivant l'animal qu'on va considérer. En l'occurrence, chez le chat. Restons chez les chats. Oui, on va rester Chez les chats. On peut passer une vie avec des chats, oui. Le chat est par exemple capable de voir dans le monde de l'ultraviolet, ce dont nous sommes tout à fait incapables. Donc, il a accès à des indices visuels auxquels nous n'avons absolument pas accès. Et puis, le chat, et on le voit sur l'image qui est derrière vous, le chat voit dans la pénombre. Là, donc en haut, c'est une... Ça, c'est nous. C'est On n'y nous, voit tout à rien. fait. Si on n'a pas ça, on n'y voit On rien y du voit tout. très peu. Et effectivement, le chat, lui, va détecter beaucoup plus finement les détails dans l'obscurité. On dit qu'il est nyctalope. En fait, il possède une membrane à l'arrière de sa rétine qui va permettre ce niveau de précision de la vision. Et là, on se rend compte effectivement qu'il voit des choses invisibles à nos yeux. Et donc, qu'il évolue dans un univers carrément parallèle au nôtre. Mais cette hétérogénéité de perception, est-ce qu'on la retrouve dans le rapport au chat? On est nombreux à avoir un chat, je ne sais pas si c'est votre cas, moi c'est le mien. Je ne peux pas m'empêcher de penser que mon chat a de la tendresse pour moi quand elle vient me lécher l'oreille ou quand elle me donne un petit coup de tête. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Je l'interprète en catégorie humaine. Est-ce pertinent, non pertinent? Est-ce à moi que je fais plaisir en le disant? Alors, je pense qu'on se fait plaisir d'abord, mais qu'il y a effectivement une vision purement anthropomorphique de l'animal. Penser que l'animal nous aime. Penser que l'animal nous aime, je ne pense pas qu'on soit dans le faux. Aujourd'hui, on a beaucoup étudié, investigué les liens d'attachement entre l'homme et l'animal, beaucoup entre le chien et l'homme, Oui. un peu moins entre le chat et l'homme. Mais il y a quand même des études qui tentent à montrer que le chat est réellement attaché à l'homme. Et puis, je pense qu'effectivement, on ne tombe pas forcément dans l'anthropomorphisme en disant cela. Et que le risque aussi, c'est de tomber dans l'anthropocentrisme en se disant finalement, toutes les facultés dont on bénéficie, on n'en retrouverait aucune chez l'animal. Et parce que nous Oui, sommes capables... l'anthropocentrisme. Alors, il faut bien préciser les choses. L'anthropomorphisme, c'est le fait de donner forme humaine à des trucs qui n'ont pas vocation à recevoir forme humaine. L'anthropocentrisme, c'est de dire que l'homme est le centre de tout. Exactement, et puis que finalement... L'un va avec l'autre d'ailleurs, hein, mais ce sont deux choses différentes. Voilà. Tout à fait, et que seul l'homme bénéficierait de certaines capacités, compétences cognitives Intelligence, et d'émotions culture, qui lui rire, seraient suicide, propres. etc. Exactement. Voilà. Attendez, je veux montrer votre livre quand même, parce que on y est vraiment. Dans la tête d'un chat, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est très étrange parce que vous parlez d'une langue étrangère avec les mots qui sont les nôtres. Et donc on vous suit comme on voyagerait dans un monde parallèle. Encore un mot quand même. Montaigne, parlant du chat, il fait grand cas des chats dans les essais, dit à un moment, moi, si j'ai mon heure de jouer, à elle aussi la sienne. Et il aime beaucoup, dans la présence de son chat, d'abord le fait de sa présence, mais aussi l'indifférence
d'une certaine manière, qu'elle lui témoigne, l'espèce de liberté qu'elle lui témoigne. Est-ce qu'on est là dans l'anthropomorphisme ou est-ce qu'on est là tout simplement dans l'acceptation d'une hétérogénéité totale, Vinciane Després? Alors, je dirais que d'une certaine manière, c'est intéressant, c'est que ce même Montaigne, et je pense que vous avez ça derrière la tête quand vous dites, se demande est-ce que c'est la chatte qui joue avec moi ou est-ce que c'est moi qui joue avec elle? Et là, c'est là où... C'est l'alternative de Montaigne. Voilà. Et alors, celle qui joue, est-ce moi qui me joue d'elle, et celle qui se joue de moi? Et il ne le pose pas comme une alternative, en fait. Non, il ne le pose pas du tout en disant ou bien, ou bien. Il dit simplement, vous savez, ce sont des situations indéterminées parce que j'ai affaire à un petit être qui est bourré de puissance d'agir, qui a son autonomie, qui a ses idées à elle ou qui a ses idées à lui. Et donc ça devient intéressant parce que alors, si vous posez la question de l'anthropomorphisme, vous allez la poser dans cette relation et pas comme ça abstraitement. Et une fois que vous la posez dans cette relation, ben, vous allez très vite savoir si c'est de l'anthropomorphisme ou pas, parce qu'avec les animaux, et ça c'est à vous que je devrais plutôt laisser la parole pour ce genre de choses, parce que là je parle sous votre contrôle et n'hésitez pas, c'est de me dire, ben, s'il y a de l'anthropomorphisme ici, on va vite le savoir, parce que très vite ça ne marchera pas. Alors, les animaux sont capables de compromis, mais je ne fais pas tous les chiens sont capables de pas mal de compromis et de vous laisser croire vraiment parfois des choses en disant, bon, on va attendre qu'elle croie autre chose et puis ça ira mieux. Je crois que les chats sont un peu plus sérieux sur cette question-là. Jessica Serra. Alors, les chats, pour moi, pour rebondir sur le degré de liberté dont vous parliez, je trouve que ils incarnent l'espèce animale finalement la plus fascinante en termes de domestication aussi. C'est-à-dire que le rapport qu'on va avoir avec un chien est totalement différent du rapport qu'on a avec le chat. Et ce qui, moi, m'intrigue le plus, c'est que finalement, au cours du processus de domestication du chat, le chat a su préserver plus que tout autre animal un certain degré de liberté. C'est-à-dire que finalement, il a su préserver une liberté de reproduction. Ou de sauvagerie peut-être. De sauvagerie, en tout cas de comportement qu'il exprimait avant nous et qui continue à exprimer pendant nous. Et ça, je trouve ça assez incroyable parce qu'il a su à la fois s'adapter à l'homme, donc à sa relation avec l'homme, tout en préservant ce degré de liberté-là, ce degré de liberté à la fois dans la reproduction. Et ce qui fascine l'homme, ce qui fascine les propriétaires aujourd'hui de chats, c'est mais que fait mon chat en mon absence? Finalement, où il va? À quoi occupe-t-il ses journées? Et ça, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente chez les propriétaires de chats. Bon, personne ne parle mieux des chats, on va mettre tout le monde d'accord, personne ne parle mieux des chats que Charles. Charles, c'est Charles Baudelaire. Le chat commence comme ça. Dans ma cervelle se promène ainsi qu'en son appartement un beau chat fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine tant son timbre est tendre et discret. Mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. S'il est tellement difficile de parler de l'animal sans le faire en humain, avec des mots humains, ce n'est pas seulement parce que l'humain tente d'imposer son langage à un univers qui n'est pas le sien, mais c'est peut-être tout simplement parce que l'humain lui-même est un animal, qu'en dites-vous?